Justement pour rester dans le sujet, comment on tombe amoureux? Rappelons-nous que comme l'amour est une émotion, c'est donc quelque chose qui est 100% contrôlé par l'inconscient. Donc, il n'y a aucun moyen de décider de tomber amoureux, ni de forcer quelqu'un à tomber amoureux. On ne peut que éventuellement créer un contexte qui augmente la probabilité que ça survienne. Mais c'est tout ce qu'on peut faire. Et la deuxième chose, on ne peut pas non plus décider de ne plus être amoureux. C'est pas quelque chose qui est sous notre contrôle. Mais donc, dans l'inconscient, quand je parle le mot inconscient, moi je parle de l'inconscient cognitif, non pas l'inconscient freudien au passage. On est bien d'accord, c'est cognitif. Soyons Et clairs. Bienvenue dans le numéro 2 des podcasts VIP sur ma chaîne, chaîne où on psychote et on se prend la tête avec des invités de marque. Je reçois aujourd'hui le docteur Nicolas Neveu. Bonjour. Bonjour Sarah. Donc, j'ai ouvert ton site pour trouver des infos sur ton parcours et j'ai trouvé de quoi faire un autre site. Tu es psychiatre en libéral à Paris, praticien en TCC, en TIP et formé à l'EMDR. Tu es formé à la sexologie, formé également à l'alcoolologie et addictologie à Paul Brousse. Tu es également coach en individuel et en entreprise. Tu es membre élu depuis 2017 au Collège national professionnel de psychiatrie. Tu me corriges si je me trompe. C'est bon pour l'instant. Donc, depuis 2023, tu es membre du comité scientifique du congrès de l'AFTCC, Association française de thérapie comportementale et cognitive. Depuis septembre 2020, membre titulaire de la commission régionale d'agrément des établissements de formation à la psychopathologie clinique pour l'ARS, ARS, Agence régionale de santé d'Île-de-France. Et entre octobre 2014 et juin 2015, tu as participé au centre de preuves mandaté par l'ARS dans le cadre d'évaluation des psychothérapies et de leur remboursement, dirigé par le professeur Hardy Bailey, représentant les TCC et les TIP. Tu es aussi ancien vice-président de la commission d'évaluation des psychothérapies. Tu es président de l'IFTIP, Institut de formation en thérapie interpersonnelle, où tu es également enseignant. Tu es aussi élu au conseil d'administration de la FTCC de 2013 à 2019, puis à partir d'avril 2022, et membre du bureau en tant que responsable des nouvelles technologies et de l'information de 2017 à 2019, membre du comité scientifique du congrès de l'AFTCC. Tu es également enseignant pour le Master 2 de psychologie de Lucia Romo, UFR sciences psychologiques et sciences de l'éducation à l'Université Paris-Nanterre. Voilà, je vais prendre un verre d'eau, hein. Enseignant pour le DU B 521. Alors, les gens qui y font comprendront. Moi, je comprends pas. Enseignant pour le DU B 521, psychothérapie et psychopathologie développementale, Université de Paris, anciennement Paris Descartes. Et pour finir, tu es l'auteur de 2 ouvrages, Prendre en charge la dépression avec la thérapie interpersonnelle et pratiquer la TIP, thérapie interpersonnelle, tous les deux chez Duno. Et tu es l'auteur d'un ouvrage qui sort bientôt, dans quelques jours ou quelques semaines, Oui, c'est exactement quelques jours, quelques semaines. sur l'hypersensibilité chez l'adulte, un sujet qui va parler à beaucoup de gens, chez Mardaga en 2024. Donc, c'est pour bientôt. Docteur Nicolas Neveu, bonjour. Type thérapie interpersonnelle, c'est quoi? Alors, si tu pouvais nous donner une définition concrète de ce que c'est, à quoi ça sert, à qui, quelles sont les applications et les indications en d'autres termes? Alors, la thérapie interpersonnelle, c'est une thérapie brève et structurée qui a prouvé son efficacité selon les standards scientifiques. Et si on veut la résumer de façon assez simple, l'idée c'est que dans toute souffrance humaine, on peut le rattacher à une souffrance au niveau relationnel. La TIP va s'intéresser à améliorer, si ce n'est résoudre, les dysfonctionnements interpersonnels sous-jacents. L'objectif, c'est ça en TIP, c'est qu'on va cibler, identifier ces dysfonctionnements interpersonnels et essayer d'y apporter une réponse qui permette aux personnes, aux patients, eh bien, d'aller mieux après, une fois que les dysfonctionnements interpersonnels ont été résolus. En fait, de façon robuste, la thérapie interpersonnelle a montré son efficacité dans la prise en charge de la dépression, dans la prise en charge des troubles bipolaires, dans le binge eating disorder, et elle est extrêmement prometteuse dans les situations d'anorexie mentale, de boulimie. On sait également qu'elle est très efficace dans l'anxiété sociale, les phobies sociales.
Et on pense que, sur toute probabilité, ces prochaines grandes indications seront par exemple les addictions. Parce que dans les addictions, on voit très bien le pouvoir qu'a l'environnement. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des individus qui vont pour quelqu'un d'addict, une action plutôt préventive, c'est-à-dire ils vont plutôt limiter la consommation, et d'autres qui vont avoir plutôt une tendance à favoriser la consommation. Donc la dimension interpersonnelle est très importante. Même les gens me disent, bah ouais, mais c'est très difficile pour moi d'arrêter de boire parce que vous comprenez, quand je sors, tout le monde boit, alors je vais me retrouver tout seul, etc. Vous voyez le poids relationnel qu'il y a dans l'addiction, par exemple. Ça, ce sont des exemples. On sait également que une autre voie, c'est la prise en charge des troubles stress post-traumatiques Mhm. et probablement également du TDAH, c'est-à-dire le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. En effet, dans le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, dans le TDAH, il y a une grande difficulté à pouvoir faire la multitâche. À cause du déficit d'attention, les gens ont du mal à faire une multitâche. Or, dans les relations interpersonnelles, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pendant qu'on parle à quelqu'un, par exemple, il faut faire attention à nos propres émotions, nos propres intentions, nos propres ressentis, nos propres besoins, mais aussi les besoins de l'autre, les attentes de l'autre, etc., etc. Et donc, tout ça, c'est une multitâche. Et les gens qui ont un TDAH ont beaucoup de mal à le faire. C'est pour ça que on s'aperçoit que dans le TDAH, il y a des complications d'ordre relationnel, comme le très célèbre trouble oppositionnel avec provocation, par exemple. Ouais, fameux connu par Top. Ouais, ok. Exactement. Euh, d'accord. Et tu parlais tout à l'heure d'anorexie mentale, de binge eating, etc. Tout à fait. Euh, Ça, j'ai pas l'impression que la TIP est très connue au niveau des hôpitaux qui le pratiquent. C'est quoi ton ressenti ou ton expérience là-dessus? J'ai raison, c'est juste une impression. Alors, en fait, la difficulté, c'est que là, tu parles de l'anorexie. Je pourrais te dire qu'en général, la TIP n'est pas connue. C'est-à-dire que on est en France. C'est-à-dire que partout dans le monde, c'est connu parce que partout dans le monde, on se dit, est-ce que c'est efficace? Ça nous intéresse. En France, dans la mesure où c'est efficace, n'est pas un argument suffisant pour développer la pratique. Et c'est ça qui est difficile. C'est qu'en France, on s'intéresse beaucoup plus au corpus théorique, même s'il n'y a pas de débouché, ou même si c'est pas on va dire, forcément complètement démontré, alors que lorsque c'est démontré, s'il n'y a pas un beau corpus théorique derrière, c'est quelque chose qui ne va pas forcément favoriser la diffusion, parce qu'en France, on aime bien, avant tout, la théorie et pas forcément l'applicabilité. Alors Et donc, ça, effectivement, pour l'anorexie, je ne connais pas beaucoup, pour ne pas dire zéro, structure qui applique la TIP en France. En France. Alors, alors moi, je sais, je suis confrontée à ce problème en tant que thérapeute TCC, TIP aussi. Mais les gens qui nous regardent, ils doivent se dire, mais ça va bien, c'est pas possible. Comment ça se fait qu'en France, on fasse pas, on n'applique pas des choses, des thérapies qui sont validées scientifiquement et qui sont pratiquées dans le monde? Tu as une petite idée là-dessus? Tu peux éclairer en fait les gens? Est-ce qu'il y a la possibilité d'éclairer les gens là-dessus? Parce que j'imagine qu'ils doivent se dire, mais comment ça? Bah, en fait, c'est extrêmement simple. La première, donc, comme on vient de le dire, c'est la tournure d'esprit en France, au niveau scientifique, on est plus dans le côté théorique. Donc, le fait qu'il soit applicable ou pas, c'est pas un élément important. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que, par exemple, la TIP comme la TCC viennent des États-Unis. Et aux États-Unis, dans la mesure où la santé est prise en charge par des structures privées, contrairement à la France où c'est principalement financé par des structures publiques, le résultat, c'est-à-dire, comme disent les Américains, le ROI, le Return Over Invest, Au niveau est investment. capital. Donc, dans la mesure où c'est une thérapie qui est efficace et en plus brève, ça les intéresse et ils la promeuvent. Tandis qu'une autre approche qui n'a pas prouvé son efficacité et qui en plus dure longtemps, ils vont pas s'y intéresser. Donc c'est extrêmement simple. Comme toujours, le fait qu'il y ait une contrainte en termes de finances, ça oblige aussi à faire des choix. Choisir, c'est renoncer, comme tu le sais très bien aussi, Sarah. Et donc, eux, ils ont fait ce choix en fonction de caractère pragmatique. Et pour le coup, je pense que quand il s'agit de soins, le pragmatisme me semble une vertu. Ah, absolument, absolu, surtout en matière de santé. On se Et ensuite, il y a néglige. un autre aspect, c'est-à-dire que sur le plan de l'enseignement, on sait très bien que ce qui va définir la plus grande pratique, c'est la pratique faite par les psychologues. Et
les facs de psychologie sont encore principalement des facultés qui n'enseignent pas la thérapie interpersonnelle, voire même pas du tout la TCC. C'est-à-dire qu'il y a très peu encore de facs qui ont un enseignement majoritairement de thérapie evidence-based. Certains vont l'aborder un peu, mais la plupart du temps, c'est au mieux une initiation, et très souvent, malheureusement, c'est l'absence de ces psychothérapies dans le corpus d'enseignement de base pour les psychologues. Ouais, ça fait un peu peur quand même. Bon, alors on va parler directement d'un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Quand on parle de thérapie interpersonnelle, ou juste le terme interpersonnel, tout de suite nous évoque les relations entre les gens. Exact. Et ce qui intéresse beaucoup aussi les gens, on vit, le couple en ce moment vit une crise, enfin je dis en ce moment, ça fait une bonne quinzaine d'années, peut-être un peu plus, tu me diras, le couple vit une crise un petit peu interne, les couples ont du mal à se tenir, etc. Il y a 70%, j'ai lu ça dans un article récemment, je pourrais te le retrouver si tu veux, Mhm. 70% des couples de moins de 1 an se séparent. D'accord. Euh, ça me paraît un énorme chiffre. Est-ce que tu peux, par exemple, juste dans un premier temps, nous expliquer c'est quoi l'amour selon la vision interpersonnelle? Alors, l'amour en thérapie interpersonnelle, c'est une émotion, au même titre que la peur, la colère, la joie, etc. C'est une émotion. Donc, elle n'a pas d'autre fonction que toute émotion, c'est-à-dire de porter à la conscience une information, d'attirer l'attention de la conscience sur un éventuel sujet. Voilà. Par contre, on peut parler, si vous voulez, maintenant du couple. Peut-être Très que bien. Il y a une de tes spécialités. exactement. Et en fait, en TIP, la modélisation du couple n'est pas différente, n'est pas étrangère à la modélisation de n'importe quelle relation. Dans une relation interpersonnelle, en TIP, on a 4 axes, c'est-à-dire les règles qui régissent la relation, les besoins fondamentaux qui sont mis en jeu dans la relation, et là, il n'y en a que 11, hein, il n'y en a pas 500, il y en a que 11, et les attentes concrètes, c'est-à-dire la façon dont on espère, dont on attend que la relation nous permettra de satisfaire nos besoins fondamentaux. Et là, il peut y en avoir une infinité, puisque face à un besoin, par exemple, le besoin de sécurité, il y a plein de façons de répondre à ce besoin de sécurité. Donc ça, c'est les 3 premiers axes. Le quatrième axe, c'est la disponibilité de l'interlocuteur, puisque comme on est dans le cadre d'une relation, on se pense toujours avec nous-mêmes, nos attentes, nos besoins, mais est-ce que l'autre est disposé à y répondre? Bah, ça, c'est un point super important parce que très peu de gens accordent de l'importance à la disponibilité et même, je dirais que même avant ça, ne comprennent même pas quels sont leurs besoins Exactement. qu'ils vont Exactement. exiger par la suite dans le couple, alors que ils l'ont jamais dit. Il n'y a jamais eu de règle établie là-dessus. Exactement. C'est exactement ça. Et en fait, la difficulté, c'est que dans n'importe quelle relation, je vais dire n'importe quelle relation, dont le couple, mais dans n'importe quelle relation, les gens ont tendance à être très clairs sur leurs attentes. Ça, ils savent à peu près ce qu'ils veulent de l'autre. Ils sont à peu près clairs sur les règles qu'ils pensent vouloir appliquer ou faire appliquer. Par contre, généralement, ce sont des règles qui sont implicites. C'est-à-dire que ça part du principe que c'est une évidence, que ça tombe sous le sens. Toute phrase que je répudie dans la thérapie, ça n'existe pas, les choses qui sont évidentes. Ensuite, ils sont très très peu clairs sur leurs besoins, comme tu viens de le dire. Mais par contre, s'intéresser, donc prendre en considération la disponibilité de l'autre, là, généralement, ils la prennent pas du tout en considération parce qu'ils partent du principe que si eux sont mal, s'ils ne se sentent pas bien, s'ils sont dans l'émotion, par exemple, alors ça justifie que l'autre doive en tenir compte. Or, c'est faux. Bien C'est-à-dire qu'en sûr, faisant ça, on piétine le besoin de liberté de l'interlocuteur, liberté qui va amener l'interlocuteur à choisir délibérément de prendre en considération les attentes ou bien de ne pas le faire. Et ça, l'autre a le droit de faire ce qu'il veut. Mais ça, les gens ont du mal à l'accepter parce que ça les amènerait à être frustrés. Et donc, dans le cadre de la mais même, modélisation, oui, excuse-moi, je te coupe, mais même au niveau de le mentaliser, je suis pas sûre que les gens le mentalisent en tant que tel. non, Toi, tu le segmentes comme ça et tu le montres, carrément, tu le vois au microscope, mais la plupart des gens ne se rendent même pas compte qu'il y a autant d'étapes, en fait, dans une relation. Parce que ah tout est mais implicite, justement.
Totalement. Et en fait, il faut rendre justice aux gens. C'est-à-dire qu'on ne peuvent pas s'en rendre compte puisque on nous l'a jamais expliqué. On nous apprend des tas de choses à l'école, les équations de second degré, etc. Mais ça, on ne l'apprend pas. Or, ça, c'est quelque chose que tout le monde pourrait avoir comme bagage dans son enseignement. Et ce serait quelque chose qui serait utile toute la vie, quel que soit ce qu'on fait plus tard. Donc, c'est un petit peu dommage pour le coup. Eh oui, c'est tard. Et donc, du coup, en fait, dans le couple, on se retrouve avec des gens qui ont des besoins issus de leur micro-trauma ou trauma ou de leurs expériences personnelles marquantes, tout simplement, et qu'ils attendent de l'autre de les combler, alors qu'il ne l'a jamais communiqué et que l'autre est totalement ignorant de ce qui du trauma de l'autre. Donc, il ne peut pas. C'est comme si on allait chez le médecin et on lui disait, bah, écoute, soigne-moi, mais je te dis pas ce que j'ai. Alors, Devine. je serais, c'est presque ça. Je rajouterais juste un léger ajustement. C'est que là, tu parlais de micro-trauma, tu as raison, mais moi, je pense qu'il n'y a pas que les micro-traumas qui sont à l'origine des besoins que l'on va mettre dans le couple. Il y a aussi des choix. Il y a quand même un aspect aussi positif. On ne réagit pas uniquement en réaction à des micro-traumatismes. On veut aussi, on réagit, pardon, aussi en fonction de nos aspirations et de ce que l'on décide on veut que notre vision, notre conception du monde, et ce qui n'est pas forcément traumatique. Non, Mais tout à sinon, pour fait. le reste, je suis d'accord. Tout à fait. Après, je me pose la question si est-ce que ces aspirations que nous avons de nos vies ne sont pas aussi issues de besoins ou de manques. Je parle de moi, par exemple. Moi, je suis quelqu'un de très hyper indépendant et je sais que moi, j'ai été dans mon enfance très couvée, très dans un truc très doré comme ça. Et en fait, ça a fait que moi, je suis trop dans l'indépendance et en fait, ça a pu poser quelques soucis, par exemple, dans mon couple à un moment. Alors, C'est pour comme je ça que viens de le je dire, le lis un petit peu, mais tu me dis aussi qu'on peut avoir des aspirations sans avoir eu de besoin ou de manque. exactement, comme je viens de le dire, à mon avis, comme toujours en psychothérapie, il n'y a jamais de toujours ni de jamais. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont fonctionner, dans certains cas, en réaction à leur traumatisme, mais les mêmes personnes peuvent réagir dans d'autres cas en fonction de leurs aspirations, de leurs choix. Et pour moi, ça va juste être une grande variabilité interindividuelle d'un individu à l'autre ou intra-individuelle chez le même individu. Certains choix vont être guidés plus ou moins consciemment par des micro-traumatismes et d'autres choix vont être complètement guidés par son libre arbitre. À mon avis, moi, je pense plutôt comme ça. Ah, tu penses que le libre arbitre est une réalité? En On tout va pas cas, être d'accord là-dessus. en fait, Alors, on peut être, peut-être le libre arbitre social. Euh, en fait, on va pas faire de la philosophie, mais je suis plus de l'avis de Spinoza qui pense que euh, le, le- le- le libre arbitre n'est pas une réalité. Mais socialement, oui, on peut faire des choix, effectivement. alors, à ce sujet-là, et sans faire de philosophie de très haut niveau, je te répondrai deux choses. La première, c'est que j'ai lu Spinoza aussi, mais je te dirais que moi, je suis comme Pascal. C'est-à-dire que supposons que le déterminisme soit une réalité, et ben de toute façon, ça change rien. Par contre, supposons que le libre arbitre, en fait, soit la réalité. Alors, si on croit qu'on est déterministe, on fait rien. Donc, je préfère croire que il y a le libre arbitre, parce que au moins là, il y a quelque chose à faire. Sinon, de toute façon, il n'y avait rien à faire et c'est réglé. Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, je pense que on va être plus dans le déterminisme spinozien on prend pas conscience des choses. Mais une fois qu'on prend conscience des choses, on va vouloir faire créer un changement. Et là, justement, on sort du déterminisme et on rentre dans le libre arbitre. Et surtout qu'en plus, comme il y a une façon assez imagée, je trouve, de voir le déterminisme, qui est que beaucoup de gens croient le déterminisme, c'est comme un vieux sage qui dit voilà quel sera le futur. Alors que le déterminisme, c'est plus comme un sale gosse qui va te dire voilà, je sais ce que tu vas faire. Et quand on lui demande qu'est-ce que je vais faire, il va te répondre ah ben je te le dirai pas. Et une fois qu'on l'a fait, il dit ah tu vois, je savais que tu allais faire ça. Donc, quelque part, dans la mesure où ce qui compte pour l'être humain, ce n'est pas tellement qu'il soit déterminé ou pas, mais quelle est notre faculté à savoir, finalement, déterminisme ou libre arbitre, dans les deux cas, on ne sait pas. Donc, pour moi, ça ne change pas tellement le débat de notre point de vue. Au niveau physique quantique, peut-être que ça change quelque chose. De notre point de vue très, on va dire, macro, je pense que ça change pas grand-chose et On surtout, est ça d'accord serait là-dessus. paralysant. Oui, tout à fait. Absolument, absolument. On est d'accord là-dessus. Et donc, du coup, est-ce que tu peux, justement, pour rester dans le sujet, comment on tombe amoureux Alors, du point de vue interpersonnel, puisque tu nous disais que tu es une émotion. oui. euh, euh,
Quels sont les éléments interpersonnels qui peuvent jouer sur le fait de tomber amoureux? Alors, rappelons-nous que comme l'amour est une émotion, c'est donc quelque chose qui est 100% contrôlé par l'inconscient. Donc, il n'y a aucun moyen de décider de tomber amoureux, ni de forcer quelqu'un à tomber amoureux. On ne peut que éventuellement créer un contexte qui augmente la probabilité que ça survienne. Mais c'est tout ce qu'on peut faire. Et la deuxième chose, on ne peut pas non plus décider de ne plus être amoureux. C'est pas quelque chose qui est sous notre contrôle. Mais donc, dans l'inconscient, quand je parle le mot inconscient, moi, je parle de l'inconscient cognitif, non pas l'inconscient freudien au passage, On hein. est bien d'accord, c'est Soyons cognitif et clairs c'est là-dessus. pas Et donc, l'inconscient. voilà. Donc, dans cette partie de l'inconscient cognitif, on est quand même bien d'accord pour dire qu'il y a des choses qu'on ne va pas être en mesure d'identifier. C'est-à-dire les voies par lesquelles les informations, les stimulus passent et la façon dont l'information est traitée par le cerveau. Eh bien, ça, c'est quelque chose. Je vais pas vous dire, voilà, ça se passe comme ça passe comme ci. Non. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que la probabilité qu'on tombe amoureux de quelqu'un, qui de l'amour entre deux personnes, augmente à proportion du fait que des besoins fondamentaux et très importants pour les deux individus sont satisfaits. C'est-à-dire que, par exemple, dans les besoins, il y a plusieurs types de besoins. Aucun n'est négligeable. Il ne faut pas croire qu'il y en ait qui soient plus nobles que d'autres. Mais Mmh, effectivement, mmh. le besoin de soutien instrumental, a priori, eh bien, n'est pas celui qui, a priori, serait le plus à même de créer de l'amour. Tandis que, par exemple, si on partage un besoin commun d'accomplissement, etc., ça, il y a plus de chances. Un besoin d'appartenance, un besoin d'estime, ça, oui. D'accord, Donc, d'accord. donc, ça ne veut pas dire que le besoin de soutien instrumental sera inexistant. Ça veut juste dire que il y a certains types de besoins qui ont plus de chances d'augmenter notre probabilité de tomber amoureux ou de rendre amoureux l'autre. Alors, je ne sais pas si peux nous dire un mot sur cette crise que traverse le couple. Est-ce que tu penses que déjà le couple traverse une crise? Parce que effectivement, on parle de crise, mais en même temps, au Moyen Âge, les gens étaient restés en couple pendant 6 ans. Il y avait la mortalité infantile, enfin materno, je sais plus dans quel sens on le dit, materno-infantile. Maintenant, Euh, la fauteuil. c'est ça. Qui faisait que les femmes mouraient très jeunes en couche et les hommes mouraient à la guerre ou à la tâche, et que les couples étaient de 6 ans à peu près. Et au XVIIIe siècle de mes recherches, apparemment, c'était à peine 2 fois plus, 12 ans ensemble. Et donc, on arrive à une période où on dit que le couple est en crise. Est-ce que le couple est en crise déjà? Alors, Et qu'est-ce que tu peux moi, me dire là-dessus? alors, je n'ai pas a priori l'impression que le couple soit tant en crise que ça. Eh ben alors, tu vas nous Effectivement, l'expliquer. par exemple, ce que tu disais sur le fait que au Moyen Âge les couples duraient 6 ans, c'est à mettre aussi en relation avec le fait que l'espérance de vie n'était que de 32 ans. Donc, Absolument. en réalité, est-ce que les couples auraient perduré davantage si les femmes ne mouraient pas en couche, ou les hommes ne mouraient pas à la guerre, ou d'accidents de travail, ou de toutes les maladies? Puisqu'à l'époque, par exemple, une simple angine entraînait des complications, des endocardites lentes de Sleur, des chorées de Sydenham, Absolument. etc. Et les gens pouvaient mourir d'une angine, en fait, il faut le savoir. Parce qu'il n'y a pas d'antibiotiques, il n'y avait rien de tout ça. Et donc, Une infection. ces éléments-là, ils sont à prendre en considération pour parler de couple. Ensuite, il y avait un autre aspect. C'est-à-dire qu'à l'époque, le divorce n'existait pas. Ou plutôt, il Aussi. existait, mais il était très mal vu socialement et les gens y recouraient extrêmement rarement. Ce qui veut dire que même dans des couples dont la longévité n'aurait pas été de 6 ans, mais n'aurait été peut-être que de 1 an, eh Ils bien, n'avaient il pas le n'y avait choix. pas, pardon? Ils n'avaient pas le choix. Il n'y avait pas le choix. La séparation était impossible, impossible. Et en plus, euh, il faut savoir que à l'époque, tout enfant hors mariage, etc., c'était inconcevable. En conséquence, il y avait une pression sociale qui ne donnait pas la possibilité aux gens de se séparer. Donc, est-ce que ça veut dire que les gens ne se seraient pas séparés? J'en doute très fort. D'ailleurs, au fil de mes lectures, je me suis aperçu que beaucoup d'auteurs s'accordent à dire, et je suis assez tenté de les croire, que par exemple, le mariage d'amour est une invention du XXe siècle, Mmh. qu'auparavant, les mariages étaient des mariages principalement stratégiques. Et d'ailleurs, plus on était haut dans la hiérarchie sociale, plus c'était le cas. Plus c'était stratégique et arrangé d'ailleurs. Exactement. Exactement. Il me semble que, par exemple, de tête comme ça, il me semble que non, pardon, Henri III, excusez-moi,
il me semble que Henri III, le roi de France qui a précédé donc Henri IV, eh bien, avait été particulièrement remarquable parce qu'il avait épousé Louise de Lorraine de tête. Et il avait été remarquable parce qu'il l'avait épousée non pour des considérations stratégiques et de politique, mais parce qu'il l'aimait et parce qu'il aimait sa personnalité. Et que ça avait été à l'époque tout à fait remarquable. Ah oui, bah, complètement. Ça se faisait tellement pas, c'était pas du tout dans l'air du temps. Parce qu'aucun Absolument. roi ne faisait, aucun homme politique, aucun dignitaire. Donc voilà, ça c'est juste pour dire et que c'est un élément qui me semble important. Et donc cette dimension qui est est-ce que la personne avec qui je me mets en couple, c'est quelqu'un pour lequel j'ai de l'amour, pour lequel j'ai comment je veux dire, une résonance, une homéostasie, une affinité particulière, eh bien, c'est quelque chose qui, pour moi, est récent. Mais donc, ça veut dire qu'au final, cela revient à rajouter une contrainte dans le cahier des charges. Or, si, par exemple, vous cherchez, regarde, n'importe quoi, on va prendre un truc extrêmement romantique, vous cherchez un appartement. Si vous cherchez un appartement sur Paris, ben, il y en a plein. Si maintenant vous cherchez un appartement à moins de 800 000 euros, alors là, il y en a beaucoup moins. Si maintenant vous cherchez un appartement de 800 000 euros, mais de 6 pièces, alors là, il y en a zéro. Vous Ouais, voyez, donc plus on ajoute des contraintes, plus il est difficile de pouvoir exactement. créer la rencontre. Mais, transposons ça dans le couple. Et ben là, c'est pareil. C'est-à-dire que plus on a rajouté une nouvelle contrainte au 20e siècle. C'est-à-dire en plus, il faut qu'il y ait une affinité entre les deux conjoints. Donc forcément, il y a beaucoup plus d'incompatibilité. C'est juste mathématique. Absolument. Et en plus de ça, l'amour, et on rajoute à ça que la personne du couple doit être tout pour nous. Elle doit remplacer plein de gens du temps où il y avait, on vit dans les villages ou dans les petits quartiers, certains de nos besoins étaient comblés par le voisin, la voisine, la copine. Je sais pas, il y a tout un microcosme de personnes qui pouvaient combler ce besoin-là. Aujourd'hui, ce besoin est dirigé vers une et unique personne. Je sais pas si, je pense que ça peut jouer aussi pour mettre trop sur les épaules du couple, de la personne, de l'autre, quoi. Je sais pas Tout à fait. si ça va dans le sens un petit peu de ce que tu dis. Tout à fait. On observe que, mais ça, ne sais pas sûr que ce soit différentiel par rapport à ce qui se passait auparavant, mais en tout cas, aujourd'hui, on observe que beaucoup de gens investissent tous leurs besoins sur leur conjoint. Et c'est une erreur parce que le conjoint n'est pas là pour ça. De même, lorsque tu disais là, 70% des couples se séparent avant un an, alors je vais peut-être, bon, c'est mon côté un peu provocateur, mais j'ai envie de dire, moi je trouve que c'est une très bonne chose, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que 30% reste? Oui, on peut voir le verre à moitié plein, mais en fait, c'était pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que ça veut dire que donc les gens aujourd'hui, ils ont quand même la capacité, lorsque le couple ne leur plaît pas, de se barrer. Et si je te disais que 100% des gens étaient encore ensemble au bout d'un an, je ne suis pas sûr qu'il y aurait de quoi s'enorgueillir de cette information, parce que ça voudrait dire que les gens, sur ces 100%, on sait très bien qu'il y en aurait plein qui ne seraient pas heureux, mais qui resteraient nonobstant le fait qu'ils sont malheureux. Alors que là, ça veut dire qu'il y a 70% des gens qui vont être capables de dire, bah, ça ne me convient pas, je fais autre chose. Je cherche autre chose. Et ça me semble important parce que le couple, c'est comme n'importe quelle activité. C'est-à-dire que on ne naît pas avec des compétences en couple, on ne naît pas avec les facultés à pouvoir gérer un couple correctement. Il y a la nécessité de l'expérience. C'est un peu comme si on prend un sujet beaucoup plus important que le couple, c'est le tennis. C'est-à-dire que si vous allez sur un cours de tennis le premier jour, vous n'allez pas devenir fédéraire. Bon, si vous le faites régulièrement, vous n'allez peut-être pas devenir fédéraire, mais au moins vous allez pouvoir jouer à peu près correctement. En couple, c'est pareil. Il n'y a aucune raison d'imaginer que quelqu'un natif, c'est-à-dire qui n'a jamais été en couple, soit capable de mener un couple. En conséquence de Absolument. quoi? L'expérience est un facteur très important. Mais pour qu'il y ait expérience, il faut accepter de se tromper. Il faut Absolument. accepter de changer, de se connaître. Et pour se connaître, il faut avoir des couples différents. Et donc, Ouais, c'est ouais, très important. C'est très important que tout à les fait. gens C'est en sachent se faisant séparer quand qu'on ils le font. apprend. On est tous dans cette logique comportementale, c'est en faisant qu'on apprend. Exactement. Euh, il y a juste un petit point ici qui pop dans ma tête, c'est le fait aujourd'hui, je ne sais pas si ça j'ajoute, tu me diras, c'est de ton point de vue, est-ce que le fait d'imaginer ou de savoir que nous avons des options ne facilite pas justement la sortie du couple en disant, peut-être que je suis pas si malheureux que ça, mais je vais me barrer parce que il y a 10 000 personnes sur les applications de rencontres que je peux rencontrer. Et donc, est-ce que ça facilite pas aussi le côté un peu impulsif ou hâtif ou se dire j'ai plein d'options, donc bon bah voilà, hop, next quoi.
Non, mais en fait, implicitement, ce que tu décris dans la question qui est un tout petit peu inductive, eh bien, c'est que tu voudrais m'entendre dire que ces options-là sont un facteur négatif. Alors, non, Non, pas forcément. C'est pas du tout négatif, mais est-ce que non? Moi, je trouve que c'est une opportunité formidable. Non, non, on est bien d'accord, heureusement. Non, mais est-ce que justement, mais ça, c'est le côté positif, l'avantage de toute chose. Il y a côté avantage et inconvénient. D'expérience, il y a du bon, du pas bon dans tout. Et donc, le côté pas bon, est-ce que ce serait ça? Par exemple, voilà, qu'il y ait trop d'options et donc que ça nous facilite le fait de dire, bon, bah écoute, j'essaye pas, je cherche pas à savoir, à comprendre justement à partir dans ce que tu décris comme c'est quoi mon besoin, c'est quoi la relation, c'est quoi la règle, etc. alors, toujours mon côté provocateur. C'est-à-dire que pour Allez, moi, dans ce que vas-y. tu viens de dire, je n'ai vu que du positif, je n'ai rien vu de négatif. Parce Ah que bah alors explique. c'est-à-dire que pour moi, le fait qu'il y ait beaucoup d'options, c'est un outil. Et c'est comme la dynamite d'Alfred Nobel. C'est-à-dire que bien utilisé, et si on dit que bien utilisé, il n'y aurait pas de souci. Seulement, ça a été mal utilisé, et Alfred Nobel, traumatisé par ça, a créé la Fondation Nobel. Voilà. Et donc, là, pareil. C'est-à-dire, le problème, c'est pas qu'il y ait des options. C'est pas qu'il y ait des applications qui proposent un choix important. Au contraire, en faisant ça, ça fait que, grâce à tout ce qu'on voit, grâce aux options, grâce à cette disponibilité des options, cela permet d'avoir des gens qui sont éclairés et qui ne sont pas dans Mhm, l'ignorance. Par contre, mhm. si les gens font un mauvais usage de ça, c'est pas l'outil le problème. C'est le fait que On derrière, est bien d'accord. voilà. Mais donc, du coup, pour moi, c'est pas un effet négatif. C'est pas de l'utiliser ces options ou pas. De toute façon, les gens vont avoir la nécessité de se poser des questions sur eux-mêmes, de s'introspecter, de mentaliser, d'essayer de comprendre comment ça se passe. Qu'il y ait des options ou pas, ceux qui feront ce travail, ils vont augmenter très significativement leurs chances d'être heureux en couple. Ceux qui ne feront pas ce travail, option ou pas, ils vont très lourdement diminuer leur probabilité d'être heureux en couple. Ça fait très sens dans le sens où on est, en tant qu'être humain, pas tous formés. Et justement, tu le disais tout à l'heure, on n'est pas formé, on n'est pas, on n'arrive pas au monde connaissant et sachant. Et donc, du coup, tous ces outils-là qui sont absolument formidables. Internet en est la première, basiquement, Internet est une formidable invention. On apprend, l'information circule en 7 secondes, maintenant en 3 secondes apparemment. On peut avoir une information qui vient c'est génial. Mais en même temps, on sait très bien que l'être humain n'est pas câblé, n'est pas fait pour, n'est pas quelqu'un de sage. Il ne va pas forcément faire des choix avisés et tout le monde n'est pas formé. Donc, ce n'est pas effectivement, ce n'est jamais l'outil le problème de toute façon. Ce n'est pas, c'est jamais l'outil le problème. C'est l'utilisateur le problème. C'est ce Tout que à tu fait. dis un petit peu. Exactement. On est bien Exactement. d'accord. Donc, du coup, on peut pas nier que ça apporte ses bienfaits et c'est mal fait, mais c'est pas l'outil qui pose problème, c'est l'usager. On est d'accord. Je rajoute un point pour moi, cet outil, eh bien, je persiste et signe dans ce que je disais, cet outil n'apporte que des bienfaits parce que en gros, pour ceux qui ne vont pas faire le travail sur eux-mêmes de comprendre comment ça fonctionne, eh bien, qu'il y ait des options ou pas, ça change pas le problème. Ils vont avoir des problèmes en couple. Pour ceux, par contre, qui vont faire ce travail sur eux-mêmes, eh bien, le fait qu'il y a des options va leur permettre de choisir et de déterminer leur vie mieux. Alors que s'il n'y avait pas ces options-là, même s'ils avaient compris comment ça fonctionnait, etc., ils ne pourraient pas forcément se dégager. S'ils étaient nés au Moyen Âge avec le même niveau de compréhension, le même niveau de mentalisation, mais avec un interdit social, sociétal et religieux qui dit on n'a pas le droit de se séparer, eh bien, ils n'auraient pas d'option et donc ils ne seraient pas plus heureux, nonobstant le fait qu'ils auraient mieux compris comment fonctionnaient les couples. Absolument vrai, rien à dire. Du coup, ouais, mais tu me parlais de travail. Est-ce que tu peux éclairer un peu plus les gens qui nous regardent sur le type de travail, le travail à faire sur soi pour justement avoir le choix, le pouvoir, pas le choix. Pour moi, le choix, c'est le pouvoir, mais avoir le pouvoir justement de choisir. Alors, en gros, ce que tu me poses comme question, c'est quels sont les points importants pour augmenter ses chances d'être heureux en couple. Alors, moi, je dirais plusieurs choses. La première chose, je vais Allez, faire on y va. éloge de la psychorigidité. Ah bon? C'est-à-dire que dans les relations interpersonnelles, il y a des règles. Et les règles, c'est pas là pour être souple, c'est là pour être rigide. Et ça Ok. veut dire que quand l'autre enfreint les règles, il faut pas commencer à être oh non mais oui, c'est une exception, faut comprendre, il y a un contexte particulier. Non, moi je suis désolé, le mec qui bat sa femme, et c'est tout, il a enfreint les règles, c'est terminé, il a faut être rigide là-dessus. La nana qui frappe son enfant, eh ben on la dégage, c'est tout.
y a pas de sujet autour de ça. Et le problème, c'est justement quand on commence à être soi-disant souple, à des endroits où il faut être rigide. Il y a des rédhibitoires, il y a des lignes rouges. Et ça, c'est vrai pour n'importe quel organisme vivant, par exemple, un corps humain. Il y a des zones qui doivent être souples. C'est les ligaments, les tendons. Mais si les os étaient souples, vous croyez vraiment que ça fonctionnerait bien? Bien sûr que non. Ah bah non, on Donc, marcherait même pas. Bah non, on et serait c'est démoli. pareil dans n'importe quelle mécanique. Il y a des pièces mécaniques qui doivent être solides, rigides, et d'autres qui doivent être souples. L'esprit humain n'est pas exception à la règle. Donc les règles doivent être strictement respectées. Et il serait très important que les gens ne perdent pas de temps à essayer de faire rentrer des ronds dans des carrés. Si les règles ne sont pas respectées, alors stop. Premier point. Ensuite, comme tu l'as dit plusieurs fois tout à l'heure, mais parce que toi tu es formé aussi, donc tu sais de quoi on parle, c'est-à-dire que il est fondamental d'être conscient, de mentaliser, comme on dit en psychothérapie, de mentaliser ses propres besoins, ce qui est réellement en jeu. Et que ce besoin-là, eh bien, on en est conscient, on peut vraiment se dire ça c'est important pour moi, mais après, on va être au contraire souple sur les attentes. Par exemple, imaginons que je sois quelqu'un qui ait un grand besoin de sécurité dans mon couple. Bon. Et donc, comme j'ai un grand besoin de sécurité, ça peut se comprendre. Il n'y a pas de souci. Bien sûr. Mais si par exemple, mon attente, c'est que ma femme, elle ne sorte jamais de la cuisine parce que j'ai trop peur qu'elle aille se faire draguer. Ça, c'est pas adapté. Donc, je dois être souple sur la façon dont je vais répondre à mon besoin de sécurité. Si par contre, je lui dis, voilà, par contre, je suis désolé, mais j'ai pas envie que tu ailles dîner avec ton ex, etc., ça m'insécurise. Ça, c'est une attente qui me semble un peu plus proportionnée. Donc, il va falloir que je me dise, voilà, mon besoin, c'est ça. Mais comment est-ce que je peux répondre à mon besoin d'une façon qui soit praticable, qui soit raisonnable. Et ça nous mène donc évidemment à la disponibilité. Disponibilité. Exactement. C'est-à-dire que on peut exprimer les attentes qu'on veut, on peut exprimer les règles qu'on veut, mais ce sera toujours avec une quête de savoir si l'interlocuteur, si le conjoint est disponible pour répondre à ses attentes ou pour appliquer ses règles. En TIP, il n'y a jamais eu la moindre velléité de forcer les gens à être d'accord avec nous. C'est pas un truc pour apprendre aux gens, c'est pas de la manipulation, on n'est pas là pour apprendre aux gens à être d'accord avec nous. Par contre, on se dit, voilà, on explique correctement les choses, mais l'autre a le droit de dire non. Par contre, ne pas oublier que si sur des choses essentielles, on n'est pas d'accord, si l'autre n'est pas disponible, c'est son droit le plus strict, mais alors, à nous de prendre les décisions qui s'imposent, y compris de se séparer. Mhm. C'est pour ça que je disais, c'est pas mal que 70% des gens se séparent lorsqu'ils se rendent compte que leurs besoins, leurs attentes, l'autre n'est pas prêt à y répondre. Mhm. Et Si par peut-être que exemple je dis, aussi, moi j'ai une règle qui est la fidélité par exemple dans le couple, et que mon conjoint ou ma femme me dit non, moi c'est pas possible pour moi, très bien, il n'y a pas de souci, c'est son droit le plus strict, mais dans ce cas-là, il vaut mieux se barrer. Dans ce cas-là, il vaut mieux qu'on fasse partie des 70% qui vont se barrer. Mhm. Mhm. Oui, tout à fait. C'est hyper clair, impeccable. Bah, du coup, ça nous ramène, on reste dans le couple, l'attachement. Alors, ou pas, hein, l'attachement n'est pas juste dans le couple, hein, l'attachement est quelque chose de très verbal même. Avant même de savoir parler et marcher, il y a l'attachement. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Alors, je veux pas te noyer sur voilà, si je te dis l'attachement d'un point de vue interpersonnel, comme ça, naturellement, tu me dirais quoi? Alors, c'est plutôt moi qui vais essayer de pas vous noyer sur, tout sous un tas d'informations. On va dire très simplement, avec quelques approximations, mais c'est pour que le message passe simplement. Disons que l'attachement apparaît dès l'instant que entre deux individus, eh bien, les besoins fondamentaux de l'un vont être satisfaits, que l'autre va répondre à ses besoins d'attachement d'une façon récurrente et prévisible. C'est comme ça que l'attachement va se faire. Alors, historiquement, on parle d'attachement surtout par rapport aux besoins de sécurité. On s'aperçoit qu'en fait, n'importe quel besoin, si on y répond de façon récurrente et prévisible, peut créer de Très l'attachement. d'attachement. Même, même. Tout à fait. Donc, en fait, tous les besoins créent de l'attachement. Tu as des exemples comme ça en tête de couples ou de personnes que tu as pu suivre voilà, où tu peux juste des exemples un peu concrets pour que ça soit plus simple pour les gens.
Alors, disons que en termes d'application de ce qu'on vient de dire là, il y a un exemple, il y a une application qui me semble particulièrement pertinente et qui intéressera à mon avis les auditeurs. C'est en fait, on s'aperçoit que la faculté et la vitesse avec lesquelles on est capable de s'attacher varie grandement d'un individu à l'autre et d'une relation à l'autre. Ce qui veut dire que il y a des gens qui vont être capables de s'attacher extrêmement vite sur un échantillon de temps et d'activités partagées très exigu, tandis que d'autres vont mettre beaucoup plus de temps pour s'attacher. Moi, ce que je recommande systématiquement, c'est premièrement de se rappeler que la vitesse de relation doit toujours être calquée sur le plus lent des deux. Au même titre que quand je marche avec ma grand-mère, je lui demande pas de marcher à mon pas, je me mets à son pas. Là, c'est pareil. Il y a des gens qui sont plus lents là-dedans parce que c'est compliqué pour eux, ils sont angoissés ou simplement parce que sans angoisse du tout, c'est juste que le processus chez eux est plus lent. Point. Et donc, ça sert à rien d'essayer de les brusquer parce que là, on va les effrayer. Et là, on va donner une image de quelqu'un qui n'est pas du tout sensible à la disponibilité de l'autre. Et la deuxième chose, c'est pour les gens qui ont tendance, parce que c'est généralement eux qui posent problème et qui souffrent en fait, à s'attacher plus vite, c'est de se dire, voilà, si je m'attache très vite alors qu'il y a des signaux en faveur d'un attachement aussi rapide, parce que l'autre est dans la réciprocité, renvoie des signaux identiques, et ben là, on peut y aller, allez-y, foncez. Mais si l'autre est un peu plus timide, est un peu plus sur la réserve, alors je recommande, dans ce cas, comme on ne peut pas contrôler l'attachement, de ralentir un petit peu la fréquence où on se voit, etc. Justement parce que, selon le vieil adage, loin des yeux, loin du cœur, l'idée, c'est que on va, avec moins d'attention dévouée à la relation, on va permettre que l'attachement se ralentisse un peu. Il va pas disparaître, mais il va se ralentir un peu de façon à ce que l'autre puisse envoyer des signaux soit de garantie, c'est-à-dire qu'effectivement, lui aussi est attaché, ou alors des signaux qui montrent qu'en fait, il n'était pas si attaché que ça, et du coup, on sera bien content de ne pas avoir laissé l'attachement se faire de façon importante, parce que le problème, c'est que quand on est très attaché, mais que malheureusement la relation se finit par une séparation, il y a beaucoup de souffrance émotionnelle. Donc si on peut éviter de souffrir, on va dire pour une relation qui était débutante, c'est mieux. C'est super puissant ce que tu viens de dire. Parce que ça, c'est quelque chose que j'avais pas forcément en tête. Alors, bien sûr, on l'a en tête intuitivement, mais pas comme ça conscientisé. C'est-à-dire que de se mettre à la vitesse de l'autre. C'est super Exactement. important. Et Super je rajouterais important. Et juste un point à ce sujet, c'est-à-dire que les gens, quand je dis ça, me répondent, mais attendez, votre truc, c'est pas romantique, c'est pas naturel, c'est pas spontané. Et je dis, mais exactement, mais je me rappelle pas que dans votre cahier des charges, vous m'aviez dit que je devais vous demander que des choses naturelles et spontanées. Et en l'occurrence, si vous avez envie de pisser, eh bien, c'est pas parce que naturellement vous avez envie de faire pipi que vous allez le faire à l'endroit où vous êtes. Vous allez vous dire, maintenant, il faut que je cherche des toilettes. Ah, maintenant, les toilettes hommes sont fermées. Je vais aller donc faut pas que j'aille là, etc. Pareil, apprendre à écrire ou même à utiliser un ordinateur, ça n'a rien de spontané ou naturel. C'est quelque chose qu'on apprend. En absolument. conséquence de quoi, il faut bien se rendre compte que la plupart des choses qui sont fonctionnelles ne sont pas naturelles et spontanées. Je dirais même que si, par exemple, mon fils m'énerve et que spontanément j'aurais envie de lui mettre une paire de baffes, je vous recommande de ne pas le faire. Parce que naturel, ça veut surtout dire un mot que tu as prononcé tout à l'heure, ça veut dire impulsif la plupart du temps. Ça veut dire non réfléchi. Et je suis désolé, mais pour avancer dans sa propre vie et même au niveau d'une civilisation, c'est bien de mettre un peu de réflexion et de ne pas se laisser aller à ce qui est naturel et spontané comme si c'était une vertu. Oui, mais en plus, ce que tu dis, je suis tellement d'accord avec ça que moi, ce que je comprends, c'est que aussi, quand tu dis, quand on te dit, mais oui, mais ça, il y a rien de romantique, rien de spontané, rien de machin. Mais est-ce que ça, c'est pas quelque chose d'induit par Hollywood, le cinéma, et que on nous a imposé ça en plus dans le couple, parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, l'amour n'est pas forcément un truc, un contrat, en fait. Et donc, en fait, je me demande à quel point tu peux nous dire peut-être un mot là-dessus sur à quel point on a été influencé, plein de générations ont été influencées par cette idée que la romance, le spontané doit absolument être dans le couple.
Alors, tu as tout à fait raison là-dessus. Je pense qu'on a cette contrainte supplémentaire actuellement. Le seul bémol que je mettrais par rapport à ce que tu dis, c'est que je vois là ton empathie naturelle, comme tu disais tout à l'heure, les Moi, je réseaux, ressens. etc. Il y a eu un problème là, ça a bugué. Ouais, il y a coupé. Alors, on va reprendre. Désolée, tu étais sur le instant lancé, il y avait un bug absolu. Il n'y a pas de souci. Ah, mince. Euh, Qu'est-ce que je t'ai posé comme Tu question? me posais la question sur le fait que est-ce que c'est pas Hollywood qui met des romances? Je te Voilà. récapitule Voilà. le truc. Est-ce que justement, on nous a pas rajouté cette idée en plus qui est que, que la romance, que le spontané doit faire partie du couple, justement? Alors, ce que je disais, c'est que effectivement, pour moi, ton analyse est parfaitement juste, c'est-à-dire que c'est une contrainte supplémentaire, ce côté romance, ce côté spontanéité, etc. Euh, Par contre, là, je reconnais bien ton empathie naturelle, à laquelle je vais me permettre de mettre un bémol dans mon côté provocateur, hein, parce que c'est mon rôle aujourd'hui. En fait, au même titre que tu disais tout à l'heure que Tinder, etc., ou les applications induisait un peu l'impulsivité. Moi, je t'ai dit que moi, je n'étais pas d'accord avec ça. C'était la façon dont les gens allaient l'utiliser. C'était là de même. C'est-à-dire qu'en fait, comme toujours, si Hollywood ou n'importe quel roman du 19e siècle, roman romantique, eh bien, a réussi à avoir de l'influence, c'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, cela correspond à ce que les gens attendent. Hmm. C'est comme Bien sûr. la BD d'Astérix, le devin. C'est-à-dire que si on prédit aux gens qu'ils vont être riches, beaux et intelligents, tout le monde veut bien les croire parce que on rencontre une bonne disponibilité de l'interlocuteur. Les gens sont disponibles à entendre qu'ils vont devenir riches, beaux, intelligents et sans effort. Donc, lorsque quelqu'un vient en vous disant, avec un beau film ou un beau roman ou même une analyse psychologique, non mais vous inquiétez pas, moi, vous allez trouver des gens et vous allez faire aucun effort, enfin, même pas falloir se poser de questions sur vous, ni sur l'autre, vous allez être heureux sans faire d'effort. Donc, quelqu'un vient avec ça, et puis un autre, genre une Sarah et un Nicolas, un neveu, viennent en disant, voilà, ben non, il va falloir réfléchir sur vous-même, il va falloir tenir compte de l'autre, etc. Vous savez très bien quel est le podcast qui va faire le plus de voix, hein, mais la Ah, bonne question, c'est est-ce qu'on est là pour nous uniquement faire des voix ou est-ce qu'on est là aussi pour essayer d'aider les gens. Voilà, c'est voilà. Et donc je vous le dis très clairement, c'est que réellement la problématique qu'il y a derrière, c'est que ce qui est véhiculé comme fable, comme histoire, etc. Elles ont du succès, mais pas parce qu'elles sont perverses, pas parce qu'elles sont fausses, parce qu'elles représentent ce que les gens voudraient entendre et ils voudraient faire sans effort. Ils voudraient qu'il n'y c'est ait pas ça. d'effort à faire. Et dans le couple, autant le dire parce que comme ça, je vais passer pour le méchant, hein, c'est pas grave. Dans le couple, c'est des efforts, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Mais après, beaucoup de gens vont considérer, à juste titre à mon sens, que les bénéfices vaudront largement les efforts. Et Largement et 100 fois plus. par contre, il y aura toujours des efforts et beaucoup d'efforts. Voilà, c'est ça. Et ben, je pense que tu as prononcé le mot, comment dire, l'idée magique, c'est-à-dire l'effort. Le couple, ça se travaille. Et beaucoup, alors je crois qu'il y a je pense qu'il y a un éveil là-dessus, sur le travail du couple, mais pendant très longtemps, on pensait que c'était juste du spontané, quoi. Et qu'il n'y avait pas de travail à faire dans le couple, alors que c'est énormément d'efforts, effectivement. Bien. Petite question comme ça, un petit peu pour te provoquer. Alors, quelle C'est moi est qui ai le la, rôle du provocateur normalement, hein, t'as pas le droit de le prendre. quelle différence, similitude entre le béguin, l'amour, l'engouement, l'engagement? Alors, pour le coup, il faudrait d'abord qu'on s'accorde sur ce que c'est que chaque mot, le béguin, l'engouement, etc. Donc, donc moi, je l'ai dit, l'amour, c'est une émotion. Et le béguin, pour moi, c'est plus quelque chose qui est un mot qui désigne une relation qui s'est créée comme ça parce qu'il y avait des sentiments amoureux, mais sans forcément que ce soit plus élaboré que ça, sans avoir franchement réfléchi si on était compatible, s'il y avait des projets, etc. C'est en gros quelque chose qui n'est pas forcément quelque chose qui n'ira nulle part. C'est en tout cas c'est Non. juste quelque Ça chose peut être qui le début de quelque chose. voilà exactement dans ce terme-là c'est quelque chose c'est le début de quelque chose comme tu l'as dit. L'engouement pour moi, c'est assez proche du béguin. Par contre, l'engagement, c'est la démarche qui va faire que l'on va s'inscrire dans un type de relation, une relation qui va dire son nom. C'est par exemple une relation amicale, une relation professionnelle, une relation sentimentale.
Et l'engagement, c'est quand on va accepter de mettre en jeu des règles. Pour moi, c'est vraiment le point important. C'est-à-dire que par exemple, voilà, on a un béguin, on flirte ensemble, etc. Mais bon, on se considère encore libre, on fait un peu ce qu'on peut. Par contre, si on s'engage, là, on va se dire, bah, là, maintenant, on est en couple, et ça veut dire quoi le couple pour toi et moi? Bah, pour moi, ça veut dire la fidélité, ça veut dire envisager, commencer à faire des projets ensemble, peut-être partir en week-end, etc. Et un jour se présenter à nos parents, etc. etc. Ouais, l'engagement, ça va être à partir du moment où on va commencer à nommer le fait qu'il y a des règles et qu'on consent à ces règles librement. Personne ne nous force. Absolument. D'ailleurs, c'est ça qui fait la beauté de l'engagement amoureux, c'est justement le fait que ce soit libre. Exactement. Si on n'est pas libre, si la personne nous aime alors qu'elle a un flingue sur la tête, bon, on n'a pas l'impression d'être tellement flatté, quoi. Et c'est le même principe que, enfin, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur les options. C'est-à-dire que finalement, une relation n'a d'intérêt que parce que chaque jour, on serait libre de se barrer, mais chaque jour, on fait le choix de De rester avec la rester. personne. Moi, ça Absolument. ne m'intéresserait pas d'être en couple avec une nana simplement parce qu'on est sur une île déserte et qu'elle n'a que moi. Ça ne m'intéresserait pas. D'ailleurs, elle ne m'intéresserait pas non plus. D'ailleurs. Ouais. Et c'est tout l'intérêt de. Ça me rappelle d'ailleurs je fais un parallèle saugrenu avec les chats et les chiens. Le chat il est très très égocentré, il fait ce qu'il veut, mais quand il vient nous voir et nous faire un câlin, on se sent très flatté, très heureux parce qu'il nous a choisis. Voilà, petit parallèle euh, qui incarne peut-être la liberté de choisir et d'aimer. Alors, est-ce que est-ce que tu, je sais pas, des exemples concrets sur les théories de l'attachement? Alors, je veux pas que ça soit un cours pour les psys, parce que je sais que tu donnes cours là-dessus, hein. Mais est-ce que tu peux juste dire à nos auditeurs qui ne sont pas forcément des psychiatres ou des psychologues, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on peut retenir des théories de Ce l'attachement? qu'on peut retenir de fondamental, c'est premièrement que pour pouvoir s'attacher et créer l'attachement, il faut être en mesure de répondre aux besoins de l'autre et de d'aider l'autre à satisfaire des besoins fondamentaux en nous, à la condition que l'autre soit d'accord pour répondre à ces besoins. La deuxième chose, c'est la prévisibilité. Il est fondamental qu'il y ait une prédictibilité pour que on puisse compter sur l'autre, qu'il puisse y avoir donc une confiance, parce qu'on sait que s'il y a tel besoin, l'autre va y répondre. Sans ça, il ne peut pas y avoir d'attachement. Ça me semble important. Le troisième point, c'est la bienveillance. C'est-à-dire que l'attachement peut arriver même si au final le besoin n'est pas satisfait, mais si on a la conscience que l'autre avait l'intention et a fait tout ce qu'il a pu, avait vraiment une très forte volonté de répondre à notre besoin. En d'autres termes, l'intentionnalité prime sur le résultat, en fait, pour qu'il y ait attachement. Ok, C'est le principe très connu de ce qui compte, c'est pas vraiment le cadeau qu'on fait, c'est l'intention qu'il y avait derrière. absolument, Et absolument. donc, on va être touché par cette intention. Et c'est même le vieux truc, puisqu'on est en période de Pâques biblique, où où il y avait des marchands qui comptaient bruyamment les sommes qu'ils donnaient au temple. Et il y a la veuve qui vient glisser juste deux petites pièces. Et Jésus dit, voilà, c'est elle qui ira au royaume des cieux. Parce que même si le résultat est quelconque, deux pièces, c'est pas ça qui va changer grand-chose, l'intention primée. Et donc, Absolument. c'est une chose qui est fondamentale en thérapie interpersonnelle, c'est la notion d'intention. Très bien. Ben, ça, c'est, oui, ben, ça, c'est un point majeur, mais auquel on n'a pas accès, qui vient avec les actes. Alors, y a-t-il des personnalités ou des styles, je ne sais pas comment tu peux le dire, des personnalités qui s'attirent en fonction de leur style d'attachement? Alors, c'est Alors, vrai qu'on ne peut pas détailler les styles d'attachement anxieux, évitant, etc. Mais je ne sais pas si c'est important, mais voilà. alors en fait, Ce que tu peux nous dire là-dessus? en fait, il- moi, je n'ai jamais constaté, j'ai jamais lu aucun écrit, aucune documentation qui attestait ou qui prouvait qu'il y avait des styles d'attachement qui étaient compatibles ou incompatibles.
si on élargit la notion de personnalité, on serait tenté d'imaginer que certains types de personnalités s'attirent plus ou au contraire seraient incompatibles. Et en réalité, ce serait séduisant. Mais en fait, comme souvent en psychothérapie, c'est extrêmement simpliste parce qu'il faut pas oublier que nous ne sommes pas le jouet de nos personnalités. On peut avoir une personnalité ou un style d'attachement, mais la façon dont on va se positionner ou essayer de corriger, ou simplement parce qu'on a fait un travail sur soi, ou simplement parce qu'on a des micro-traumatismes dont tu parles, ou à l'inverse, des aspirations très puissantes, vont faire que ça va parfois aggraver, équilibrer ou annuler telle tendance ou tel trait de personnalité. En d'autres termes, moi, dans ma pratique et dans ce que je vois, j'ai l'impression que tout est compatible. Ce qui, par contre, me semble plus intéressant, c'est de se rendre compte que, indépendamment du style d'attachement, indépendamment de la personnalité, ce qui semble être plus compatible, c'est est-ce que les gens vont être capables de répondre aux besoins particuliers de l'individu qu'il a en face. Et ça, par contre, c'est un facteur très important pour augmenter les chances que le couple soit pérenne. Ça, oui. Mais Hmm. finalement, ces besoins n'ont rien à voir, enfin, non, comment je veux dire, ne sont pas propres à un type de Un personnalité ou un style style d'attachement, d'attachement. un style, pardon, ouais, de personnalité. Ouais. Ouais. Ok, bien. Oui, parce qu'on entend, il y a trop de choses qui se disent. Il y a même beaucoup de psy qui entrent dans ces discours-là et qui apportent et qui viennent confirmer des choses par rapport au style, comment les gens peuvent s'attirer, comme la personnalité narcissique par rapport à la personnalité dépendante ou aux personnes empathes, ou etc. Donc, effectivement, c'est bien que Si on prend tu... cet exemple-là qui est très connu, effectivement, je pourrais vous dire que effectivement, on voit souvent des personnalités qu'on pourrait dire un peu narcissiques avec, alors on parle pas de troubles, hein, là on parle vraiment de Oui, oui, personnalité, personnalité. une personnalité narcissique avec des gens qui vont être un peu dépendants, mais je pourrais vous dire aussi que je connais un nombre incalculable de gens qui sont une personnalité plutôt narcissique avec d'autres narcissiques et ils disent très bien, ah bah c'est quelqu'un qui peut me résister, enfin quelqu'un qui me challenge, etc. Ils sont contents. Il y a d'autres personnes qui vont me dire, ben voilà, moi j'ai quelqu'un qui est quelqu'un de narcissique qui va être avec quelqu'un par exemple, très obsessionnel et cette personne obsessionnelle va être capable de grâce à ses principes et sa faculté à pouvoir s'opposer, à considérer que ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc., tu vas s'opposer à la personnalité narcissique, ils vont très bien s'équilibrer. Donc en fait, pour moi, tout est visible. La bonne question, c'est est-ce qu'ils vont réussir à rentrer en communication, rentrer en interaction d'une façon qui ne va pas léser leurs besoins mutuels. Et si ça ne laisse pas les besoins mutuels, il peut y avoir compatibilité, il peut y avoir relation. Ok, bien, merci beaucoup pour cet éclairage qui viendra peut-être à contre-pied de ce qui se dit, mais bon, c'est Alors, je intéressant dirais juste un truc, c'est-à-dire d'apporter que ça. moi, je ne prétends pas que affirmer, je n'ai pas non plus de preuves pour dire qu'il n'y a pas Oui, d'incompatibilité, exactement. d'incompatibilité. Et tu dis qu'il n'y a Par pas de contre, je preuve. dis juste que, comme toujours en science, la charge de la preuve est à celui qui affirme quelque chose. Donc, si quelqu'un dit qu'il y a des incompatibilités ou des compatibilités, je ne demande qu'à voir les études. Mais par contre, moi, je ne prétends pas que c'est impossible. Je dis juste que pour l'instant, c'est pas démontré. Voilà ce que je dis. Très bien, non, mais c'est très clair. Juste, alors, on parle du couple, on peut pas parler du couple sans parler des ruptures. Mhm. Est-ce que tu peux nous éclairer sur ce qui se passe émotionnellement et surtout cognitivement lors d'une rupture et comment gérer au mieux une rupture du coup? Bah, disons que Bien que ce soit évidemment très vaste et chaque cas est particulier, mais bon, essayons de faire des généralités. mais donc, dans la rupture, déjà, il faut distinguer plusieurs cas. C'est-à-dire qu'il y a le cas de celui qui rompt et celui qui ne rompt pas. Enfin, il y a le cas, donc, c'est mal dit ce que je viens de dire. Lorsque on rompt et qu'on est à l'initiative de la rupture ou qu'on, entre guillemets, subit la rupture. Et il y a aussi, est-ce qu'on rompt, entre guillemets, parce que on voulait rompre ou est-ce qu'on rompt parce qu'on n'a pas le choix, parce que l'autre enfreint les règles, ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire Absolument. que si, par exemple, on découvre, je sais pas, je découvre que ma femme me trompe, ok? Je l'aime encore, mais je romps quand même. C'est pas la même chose que si j'ai l'impression qu'on a fait le tour et que j'en ai marre et que je veux passer à autre Encore. chose. Rien à Dans les deux voir. cas, je suis à l'initiative, mais les conditions sont différentes. Absolument. Et de même, c'est pareil. C'est pas la même chose si l'autre choisit de se séparer de moi et que, en fait, moi aussi, j'en avais marre.
ou si, en fait, l'autre veut se séparer de moi alors que je voulais pas me séparer. Ce sont deux choses très, très différentes. Donc, Absolument. ce qui va être difficile, c'est d'accepter que certains besoins qui étaient satisfaits dans la relation, eh bien, ne vont plus l'être temporairement. Et c'est ce qu'on appelle en TIP une transition de rôle, c'est-à-dire que effectivement, il y a certains besoins qui étaient satisfaits qui ne vont plus l'être, certains autres besoins qu'on va pouvoir compenser assez rapidement, mais d'autres qu'on ne va pas pouvoir compenser tout de suite. Et ce qui est difficile dans la rupture, c'est plusieurs choses. La première, c'est d'accepter le libre arbitre de l'autre. L'autre a le droit de se barrer. Et ça, il faut vraiment le dire. L'autre a le droit de se barrer. L'autre a le droit de nous dire non, de nous dire je ne veux plus de toi, et sans avoir besoin de nous donner de compte rendu. Il n'y a pas Absolument. à justifier. Absolument. Ça, c'est fondamental. On se barre, on se barre. Si on veut, on peut expliquer, mais on n'est pas obligé. Et je dirais même que on n'est pas obligé de se barrer uniquement quand l'autre a compris pourquoi on se barre. S'il faut... Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, donc, qui est difficile, ça va être d'accepter que certains des besoins ne vont pas tout de suite être satisfaits à nouveau. Et ça, c'est un point que l'on voit là. Tu parlais tout à l'heure, est-ce que les crises actuellement, c'est plus fréquent que par le passé? Ça, j'ai dit, moi, j'en suis pas convaincu. Par contre, il y a un truc dont je suis extrêmement convaincu, c'est que l'intolérance à la frustration, elle, par Ah contre, oui, c'est vraiment une maladie du ah oui, 21e siècle ah et du oui, on 20e est siècle. d'accord. Ouais. Au moins dans les sociétés occidentales. C'est-à-dire que Oui, là, les gens oui, n'acceptent plus la frustration de se dire, voilà, je absolument. suis seul, je suis célibataire, et c'est pas une catastrophe. Ça fait je vais souffrir, ce qui n'est pas non plus une catastrophe, parce que les émotions ne sont pas une pathologie, ça fait partie des choses de la vie. Et on s'aperçoit que beaucoup de gens ont beaucoup de mal à supporter ça, voire même vont essayer de faire tout ce qu'ils peuvent pour maintenir la relation, parce que leur but, c'est à toute force de maintenir la relation pour fuir la souffrance émotionnelle qu'ils vont avoir à court terme. Absolument. Alors, Et ça, c'est très bien de souligner le à court terme. exactement. Mais on va être honnête aussi. C'est-à-dire qu'il est possible. On ne prétend pas que les gens ils vont souffrir à court terme et ne vont pas souffrir à long terme. Peut-être qu'ils ne vont plus jamais rencontrer quelqu'un. Ça, on n'en sait rien. Par contre, Possible. tout ce qu'on Et sait, ça reste c'est rare. que... Pardon? Mais ça reste rare. De toute façon, oui, peut-être. Mais le problème, c'est qu'on sait très bien, même si c'est rare de mourir écrasé par une météorite, si ça t'arrive à toi, même si c'est Ah rare, oui, voilà. Et c'est donc, pour en toi, fait, c'était 100% pour toi. exactement. Mais en fait, le problème, c'est pas comme ça qu'il faut le poser. Le problème, c'est de se dire que de toute façon, si je reste, ou si j'essaie à toute force de maintenir la relation, eh bien, là, je suis sûr d'être tout le temps malheureux. Tandis que si j'accepte que l'autre est parti et que cette relation maintenant, elle n'existe plus, et donc maintenant, je me remets en proactivité pour bâtir une nouvelle relation, alors là, je ne peux pas être sûr que je serai à nouveau heureux en couple, mais en tout cas, je me donne cette probabilité. D'ailleurs, en TIP, on a ce qu'on appelle le modèle du développement du lien interpersonnel, et dans le modèle du lien interpersonnel, derrière la terminaison, il y a une étape qu'on appelle reconnaissance de la rupture, parce que même quand la relation est terminée, ça ne veut pas dire que le lien est terminé tant qu'il n'y a pas reconnaissance de la rupture. Et on sait que ça prend Exact. beaucoup de temps. Les Eh gens, oui, même rompus, continuent à passer à la relation. absolument. Franchement, Ici, n'a jamais googlisé son ex. ah oui, oui. Ah oui, on peut poser Et cette ça, question. c'est En typique. commentaire. En commentaire. Voilà. Allez. Bah oui, tout à fait. Donc, ça c'est Ah oui, vraiment très même important c'est dans la rupture. pas que Google, c'est carrément Instagram, on va faire son profil, les gens fliquent l'autre sur Insta, son Snap, sur son bidule, sur son truc. C'est un enfer en fait, bien sûr. Exactement. Et Et ça revient polluer la relation d'après. mais exactement. Et en fait, ça fait vivre des fantômes, en fait. Absolument. Bien dit ça. Vivre des fantômes. Et donc du coup, et comment gérer du coup, tu le dis un petit peu, finalement, comment gérer la rupture? C'est finalement mettre un terme à, c'est ce que tu disais avec, de déclarer que le lien est fini, quoi. Exactement. En fait, c'est un peu ce que je vais développer d'ailleurs dans le livre qui va paraître là, sur l'hypersensibilité émotionnelle, parce qu'évidemment, les gens qui sont hypersensibles émotionnellement ont encore plus de difficultés. C'est-à-dire que je parle de ce qu'on appelle la dictature émotionnelle, c'est-à-dire que les gens vont avoir tendance à se laisser guider par l'émotion, donc donner à l'émotion un pouvoir décisionnaire, alors que l'émotion ne doit avoir que une vertu informationnelle. Là, si on est dans la dictature émotionnelle, le danger, c'est que on refuse l'émotion à court terme
j'ai bien dit à court terme, comme tu l'as tout à fait fait remarquer tout à l'heure, et que du coup, on reste dans un état de stagnation. Tandis que si on rentre dans une vision beaucoup plus rationnelle, réaliste, on s'aperçoit qu'en réalité, une fois qu'on a entériné la rupture et qu'on est dans une position de chercher à recréer autre chose, alors là, on se donne une chance, puis on est des lendemains qui chantent. On se donne une probabilité de s'en sortir. Ouais, très, Mais très, ça très bien dit. implique, du coup, premièrement, de ne rien faire pour essayer de diminuer l'émotion à court terme, puisque la seule façon de la diminuer, c'est de revenir avec l'autre. Et deuxièmement, d'accepter quantité d'efforts, puisqu'il faut repartir d'une relation à zéro. Et Donc, il faut oui, se remettre en et oui, chasse, il faut et se oui. remettre en rencontre, il faut se remettre en situation de socialisation, et après, il faut accepter de découvrir, etc. Et tout à l'heure, on parlait De des l'effort. profils de personnalité, etc. Pourquoi les gens s'intéressent beaucoup à est-ce que tel profil de personnalité est compatible, etc. C'est parce qu'au final, ça leur permet de squeezer une partie de l'effort. C'est-à-dire que Exactement. finalement, c'est tellement simple de se dire telle personne a telle étiquette, elle me convient, ou telle personne a telle étiquette, elle me convient pas. Alors que moi, ce que je dis, c'est que on ne peut jamais savoir, qu'on ne peut que tenter, que chercher, qu'explorer et que s'intéresser à l'autre. Si on n'est pas prêt à s'intéresser à l'autre, alors on n'est pas, on risque de y avoir des gros problèmes en couple. Donc finalement, c'est l'acceptation de l'émotion, aussi douloureuse qu'elle soit, parce qu'elle Exactement. est à court terme. Et puis deux, ça me fait penser à à ce mal du 21e siècle, c'est faire l'effort de construire quelque chose de nouveau. Et ça, l'intolérance à l'effort et l'intolérance à la frustration, à la contrainte aussi, qui est un problème du 21e siècle. Le 20e aussi, ça a commencé au 20e. C'est là où ça pose problème. Exactement. Donc, accepter de faire des efforts et repartir à zéro. En fait, il faut En bien fait, se... je vais Allez-y. juste corriger ce que je viens de dire. C'est pas repartir à zéro. Parce que on repart pas à zéro. On part avec une expérience. On part avec un vécu. On part avec quelque chose, avec un apprentissage. Donc, c'est Exactement. pas partir de zéro. On part de quelque chose. On a gravi un step, une, ah, une, une, une marche. Merci. Merci, mon cerveau, Alzheimer. Euh, on a gravi une marche. Et donc, on part pas de zéro. Donc, on bâtit quelque chose de ce qu'on a appris. Alors, je Sauf si ce qu'on reconnais... a appris est traumatique, par exemple. Mais je sais pas si on rentre là-dedans ou pas, parce que je vois que En tout l'heure. cas, par rapport à ce que tu disais, effectivement, on ne repart pas de zéro sur le plan de l'apprentissage. Par contre, ne cherchons pas à nous voiler la face, on repartira bien de zéro en termes de relation. Bien Et sûr. en fait, ce qui fait peur aux gens, c'est pas vraiment de repartir de zéro en apprentissage, parce que la plupart du temps, les gens s'en foutent de savoir où est-ce qu'ils en sont de leur apprentissage. Sinon, ça se fait automatiquement, ils s'en foutent. Non, ce qui les ennuie, c'est la conscience, et ils ont raison, qu'on repart à zéro de la Mhm. relation. Et mais Oui, je de pense que tu reconstruire avais tout, raison, de t'as bien repartir. fait de... Ouais. Ouais, de repartir à la conquête, de repartir sur des apps peut-être, de ressortir beaucoup, etc. Alors qu'on n'a pas forcément envie de le faire. Exactement. Et comme me le disent les gens, moi, ça m'ennuie parce que du coup, je dois à nouveau rencontrer des gens et la plupart du temps, les gens m'intéressent pas. Mais ça, c'est la vie. La plupart des gens sont pas intéressants selon votre référentiel. Ça veut pas dire qu'ils sont pas intéressants dans l'absolu. Ça veut dire que vous, il se passe rien. Il y a pas de match. Il y a pas de fit. Effectivement. Eh ben, ça, c'est comme quelqu'un qui cherche une pépite d'or. Eh bien, il va remuer des quantités de boue, mais quand il aura trouvé une pépite, ça équilibrera largement tous les efforts qu'il aura fait. Super discussion qu'on a eue aujourd'hui. On va devoir abréger. Euh, Quels sont, juste pour finir, justement, et ça va être la question qui résume, tu en as déjà parlé au cours de ce podcast. Quels sont du coup, les ingrédients pour un couple stable et équilibré, selon toi, de l'approche interpersonnelle? Ouais. La première chose, c'est que je recommande très fortement, mais alors vraiment très fortement, de surtout ne jamais commencer à compter ses efforts. Ça, c'est un point très important parce que les couples sont malheureusement dans un fonctionnement très comptable dans les efforts qu'ils font. Et on va être très clair, quand, ou bien on veut, on veut être en couple et on veut ce qui va avec, c'est-à-dire faire des efforts, ou bien on va planter des salades dans le Larzac, mais il n'y a pas de juste milieu. Donc, ça, c'est le premier point. Ah, Ensuite, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que l'autre fasse des efforts. Il ne faut pas dire que
j'ai dit qu'il fallait mettre uniquement des efforts de son côté et pas en demander à l'autre. Non, c'est les Ah deux qui non. doivent faire des efforts. Ah oui. Mais la deuxième chose, c'est une fois qu'on est prêt à faire ces efforts, où est-ce qu'on va placer ces efforts? Et moi, je recommande, de mettre les efforts du côté de, premièrement, l'introspection, ce qui est dirigé vers soi-même. Quels sont mes besoins? Deuxièmement, mettre des efforts du côté de ce qui est dirigé vers l'autre. Quelle est la disponibilité de l'autre? Troisièmement, eh bien, de mettre les efforts du côté de je suis prêt à partir si l'autre est indigne de moi, si l'autre ne me mérite plus et enfreint les règles. Et je le ferai quoi qu'il en coûte, émotionnellement. Parce que ça, c'est indispensable. Parce que si on commence à rentrer dans une situation de dépendance où finalement la relation ne nous convient pas, mais on fait le choix de mettre un petit mouchoir sur les besoins qui sont insatisfaits, cela entraîne un élément vicié dans la relation qui, à terme, la fera détruire. Alors, évidemment, ce que je dis là, tu parlais d'une relation stable. Hein. Si c'est juste pour draguer en boîte, il n'y a pas besoin de se compliquer autant la tête. Hein. Mais pour On une est bien relation stable, d'accord. voilà. On est bien d'accord. Mais non, mais le cadre d'application du théorème est toujours important. Tout à fait, on est bien d'accord. Oui, non, mais c'est super important. Donc, en fait, c'est l'effort et où est-ce qu'on met les efforts et bien sûr des deux côtés et puis ne pas accepter. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre en évidence, la rigidité de la règle dans le couple, si on parle du couple. Alors, dans l'amitié, tout ça, ça semble évident. Tout le monde est d'accord à peu près avec les règles, mais dans le couple, ils sont pas très clairs, les règles. Et donc, c'est bien que les règles soient claires, déjà explicites et rigide. Et le quatrième et dernier point, après, c'est juste ces éléments importants, c'est effectivement qu'il n'y a pas d'évidence, il n'y a pas d'implicite. Enfin, il peut y en avoir quand il n'y a pas de problème, mais dès qu'il y a moins de problèmes, tout doit être explicité. Parce que, et surtout, il est fondamental de ne pas partir du principe que telle chose est importante ou à l'inverse que telle chose n'est pas importante. Le côté, mais c'est pas grave, mais enfin, pourquoi tu fais une soupe de fèves là-dessus? Non, non. Si c'est important pour l'autre, on doit accueillir cette importance parce que ça veut dire que ça touche des besoins. Si par exemple, pour un truc ridicule, quelqu'un qui dit, bah, moi, c'est infernal, ma femme a bousillé ma voiture, a fait une rayure, etc. Si c'est important pour lui, plutôt de dire, mais attends, arrête, c'est bon, tu nous fais chier avec ta rayure, etc. Non. Si pareil, ma femme me dit, non mais franchement, t'as laissé encore traîner tes chaussures, etc. Bah, moi, je vois pas où est le problème. Je dois quand même me dire, mais au lieu de lui dire, c'est pas grave, non. Qu'est-ce qui est important pour elle? Peut-être que dans le premier cas, le coup de la voiture, en fait, c'est très important parce que c'est le fruit de tout le travail qu'il a fait, etc. Peut-être que dans le deuxième cas, les chaussures qui traînent, ma femme a l'impression que je la prends pour ma femme de ménage, que je n'ai pas d'estime pour elle. Vous voyez? Donc, c'est très important de partir du principe que il faut accueillir ce qui est important pour l'autre. Voilà. Ce qui implique l'écoute, Ce qui implique l'écoute, l'écoute, l'empathie et l'écoute la et disponibilité. l'empathie et la communication. Sinon, trois ingrédients du bonheur quand même. Très bien. Docteur Nicolas Neveu, c'était passionnant. Le temps passe trop vite. Je pense qu'on va être à 1 heure facile. Bon, avec les coupes, ça ira. Merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast sur ma chaîne toute nouvelle, Psychoté, enfin toute nouvelle il y a quelques mois, mais je considère qu'elle est encore nouvelle. Si le format vous plaît en tant qu'auditeur, n'hésitez pas à mettre, enfin je vous encourage à mettre des pouces, à mettre des commentaires, à faire vivre, à partager, faire vivre la chaîne, à faire connaître. L'idée, c'est d'en faire un peu une petite encyclopédie, psychopédie. Merci à vous. Merci, docteur Neveu. Et au revoir, à la prochaine.